Je commencerai par une réflexion que vous donnez au début du plaidoyer pour nos communautés, qui est donc le discours d'un avocat. Donc vous défendez quelque chose, j'imagine, voilà, vous prenez la défense de quelque chose, de quelqu'un ou d'une communauté. Si la haine progresse, c'est que les hommes ne rêvent plus. Alors je trouve que c'est intéressant, et je pense aussi que c'est l'usage chez les avocats de philosopher à minima pour défendre quelque chose. Et cette phrase-là, est-ce que pour vous, elle est symbolique d'une démarche de réflexion et que vous, la question de nos communautés, d'un avenir pour la région Bretagne, doit être un rêve auquel on doit s'appuyer. Et donc en faire un rêve, c'est-à-dire s'attacher à ça pour faire avancer les choses. Oui, tout à fait. Je crois que la haine progresse parce qu'on n'a plus d'avenir. On n'a plus d'ouverture. Tout est bloqué. Que ce soit au niveau institutionnel, au niveau même au niveau économique, au niveau du discours ambiant sur la mondialisation financière, etc. On ne rêve plus parce qu'on n'arrive plus à construire un avenir. La haine progresse évidemment sur ce terreau-là. Les grandes idéologies qui avaient pu structurer, nous faire rêver, le socialisme, etc., tout ça s'est effondré. La religion, il y a un certain retour religieux, mais finalement c'est aussi assez dangereux parce que c'est plutôt des formes de repli identitaire bien souvent qu'autre chose. Donc il y a un gros problème de qu'est-ce qui va nous faire vivre ensemble, tous ici présents, avec ce qu'on est, etc. Voilà. C'est quoi la transcendance commune qui va nous réunir? Et donc, on ne sait plus, il n'y a plus de transcendance. Moi, je ne la vois nulle part. Voilà, la République, c'est pas une transcendance. La République, elle est en train de tuer nos langues aujourd'hui. La République, elle est bâtie autour de l'égalité, mais la situation n'a jamais été aussi inégalitaire. Il n'y a qu'à voir l'égalité des chances à l'école. C'est affligeant, on reproduit les mêmes élites, et plus ça va, plus c'est pire, malgré tous les beaux discours. Donc, voilà. Moi, je n'arrive plus à rêver aujourd'hui, donc en écrivant, j'essaye quand même, j'écris un petit peu cet essai sous forme de rêve, en disant on a peut-être autre chose à construire, un autre projet de société, où chacun pourrait trouver sa place, peut-être mieux que celui qui nous est offert aujourd'hui. En tout cas, vous lancez une perche, tous les Bretons, ou même, pourquoi pas, des Français, parce que on est vraiment dans une République française, hein. Et vous dites, la mentalité française est celle d'un prof omniscient et convaincu du bien fondé de son créneau. On part tous, on a tous ça en nous, on a tous été à l'école républicaine. Quelle pourrait être la mentalité bretonne si elle doit se projeter pour défendre un régionalisme possible? Je pense, la mentalité bretonne, je pense que c'est peut-être une petite forme de résistance à toutes les bêtises, à tout ce qui nous a servi, un peu de résistance, je pense, pour essayer de bâtir autre chose. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Une capacité aussi à prendre en charge nos affaires. Ah, ça, c'est le produit un peu de notre histoire associative ici, pouvoir diwan, etc. On est capable de se réunir, de mettre en place des choses, même si souvent on va se réguler, etc. On connaît tout ça. Mais on est capable de prendre en charge nos problèmes. On est capable de voir les quotas, c'est tellement de choses comme ça qui ont... il y a eu des réactions bretonnes. Le mutualisme est né en Bretagne, la coopérative agricole, c'est né en Bretagne, tout ça. Souvent, ça a été repris ailleurs, mais toute cette pensée-là collectiviste, souvent, elle vient de chez nous. Donc, c'est une force tout à fait intéressante pour essayer de repenser la vie, la société à l'ère de la mondialisation. Parce que le souverainisme, pour moi, il était passé. Je pense qu'on est passé de l'ère tribale, il y a très longtemps, à l'individualisme roi. Et ensuite, l'individualisme roi, c'est l'ère des États-nations, avec tous les drames que cela a pu générer. Et maintenant, peut-être que, vu l'échec du souverainisme et de l'État-nation, le souverainisme, c'est, l'État est en droit de tout faire. De tout faire. C'est un Français, Baudin, qui l'a conceptualisé au XVIIe siècle. Et il cite un exemple. Le roi peut même changer la langue de ses sujets. C'est extraordinaire, ça. Et ça date de plusieurs siècles. C'est ce que fait l'État français, le souverainiste, dans sa machine qui va de l'avant toujours et qui croit à tout. On est toujours dans cette logique-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une nouvelle ère. C'est celui, peut-être, des communautés et des gens qui prennent en charge leurs affaires sans vouloir tout gérer.
Ce qui doit être géré au niveau national reste au niveau de l'État-nation, parce qu'il en faut un, et puis on est français, c'est comme ça, et puis au niveau européen et au niveau supranational, je pense. Alors, je ne sais pas si le mot communauté est adapté. Vous parlez aussi de particularité. Moi, j'aime bien ce terme-là, parce qu'on voit que nous sommes dans une république unie indivisible. Et je trouve que voilà, la particularité, le particularisme d'une région, c'est peut-être là-dessus, et vous dites, pour ne pas disparaître, la particularité se voit contrainte à la résistance. Donc c'est peut-être à partir de nos particularités, parce qu'elles sont peut-être multiples, nos particularités, s'y attacher, les développer. Et là, on entre en résistance quand quelque part on impose une particularité, plus qu'une communauté peut-être, il me semble. Parce qu'une particularité, ça a des qualificatifs, ça se définit. Une communauté, c'est peut-être un tout petit peu trop politique ou oui. sur les sensibilités, sur le problème, c'est que comment nous définir? C'est le droit qui définit. Le droit définit l'État-nation, mais nous, on est défini parfois par une région. Pourtant, la région, c'est pas ce qui nous définit. On est un peuple, on a toujours été un peuple. On a une langue, des langues, même une culture, une histoire. On est un peuple, donc on ne se retrouve pas déjà là-dedans. Et le mot communauté, alors, moi j'aime bien ce mot communauté, même s'il est galvaudé dans notre idée. On a, le communautarisme. Bien sûr, on a cette espèce de dynamique repoussoire idéologique, le communautarisme, qui reprend la dynamique de la lutte contre les factions à la grande période de la Révolution. C'est le même mécanisme identitaire de la construction collective France. Je me construis contre l'autre. Je vais lutter contre la communauté pour mieux la dissoudre, et c'est ça qui va me définir finalement. Et moi je dis qu'on crée de l'unité entre les hommes avec l'autre, et pas contre lui. Et la France, c'est une unité contre lui. Et donc ça rejoint aussi le roman. La France, pour moi, c'est son principe moteur, c'est l'unicité du peuple français qui avance toujours jusqu'à ce que la moindre différence disparaisse. Et puis, moins il reste de différence, et plus elle fait peur. Ça vaut bien. Vous voyez la différence aujourd'hui, vous traversez toute la France, il n'y a plus de langue régionale, on n'entend plus rien, il n'y a plus les mêmes cafés, les mêmes enseignes, etc. Voilà. Et pourtant, notre langue fait toujours peur comme jamais. En haut lieu, on a toujours peur de la Bretagne. Donc, attendez, il y a un souci là. Et alors, comment nous définir? C'est difficile. Oui, parce qu'on peut aussi imaginer qu'une communauté impose ses règles. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais, voilà. Plus petite, mais elle imposera aussi ses règles. Je voudrais rester sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que pour vouloir défendre les particularités ou les communautés, peut-on aller jusqu'à cette réflexion que vous faites? Moi, je vous la pose. Vous vous posez une question, hein, mais la question est aussi intéressante. Faut-il vraiment s'étonner si une poignée de nationalistes bretons optèrent pour la fuite en avant de la collaboration avec les nazis, pour en finir avec la généralité étouffante de ce qu'on appelle la République, et dans l'espoir de donner un peu d'air ou un avenir à leur culture menacée? Est-ce qu'on peut, oui, si vous le faites, est-ce qu'on peut vraiment se poser cette question-là? Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une poignée de personnes, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, les Bretons étaient résistants, on le sait, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que c'était le cœur, mais il y a une poignée, c'est vrai, de militants qui sont passés dans la collaboration active avec l'Allemagne. On nous le rappelle suffisamment souvent, mais je pense que les Bretons ont fait leur examen de conscience là-dessus. Vu la situation, c'est quelque chose qui se voit dans tous les, dans tous les conflits. En Irlande, ça s'est passé de la même manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a eu très très peu. Et que alors que les gens se sentaient très bretons, mais les gens de la Bézanne-Prérotte ou les collaborateurs, lorsqu'ils allaient défiler à l'Andivision, ma mère me racontait, les gars de l'Andivision qui étaient bretons et dans Château-la-Vie, les ont balancés dans la rivière. Parce qu'ils ne pouvaient pas, à l'époque, la France était attaquée, on était attaqué, les Allemands étaient là, il fallait plutôt lutter contre les Allemands, ça paraissait évident. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait eu aussi peu, je crois. On parle de République, vous parlez aussi de démocratie, il ne faut pas oublier. Vous dites que la démocratie se retourne contre elle-même, a toujours sacrifié le local à la dimension nationale. Évidemment, c'est le leitmotiv de cette question des communautés. Est-ce que ça touche jusqu'à la qualité de notre démocratie? Bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui... Dites-nous en quoi la démocratie perd de sa puissance, du vivre ensemble, à mépriser, on parlait carrément de sacrifier parce que le local. Les questions les plus importantes qui ne concernent que nous, Bretons, des 5 départements, c'est-à-dire le devenir de notre langue, par exemple,
la réunification administrative de notre territoire, je prends ces deux exemples emblématiques, eh bien, c'est pas nous qui décidons. On ne nous a jamais consulté là-dessus. Est-ce qu'on nous a posé cette question? Voulez-vous la langue bretonne survivre? Si on nous la pose, comme tous les sondages, c'est à 90%. Voulez-vous la réunification à plus de 70%? Oui. Mais le système fait tout pour ne pas nous la poser, cette question-là. C'est ça notre problème. C'est ce que j'appelle une démocratie par le haut, qui n'est plus une vraie démocratie, qui est un système. Voilà. Il y a une démocratie formelle, c'est vrai, mais qui requiert toujours des élites locales pour jouer le jeu de cette démocratie, pour apporter une caution démocratique à ce pouvoir. Et là, je parle de la décentralisation. Concrètement, c'est quoi une décentralisation qui ne permet pas à une région de sauver sa langue? Ce n'est pas les Chinois qui vont sauver le breton, c'est nous. Bon, on n'a pas les moyens, c'est la réalité. Il y a une politique linguistique, mais qui ne marche pas. On enseigne le breton qu'à 2% de nos enfants. Où elle est la politique forte que mènent les Gallois aujourd'hui? Nous, on n'a pas les moyens, parce que toute l'éducation nationale relève de l'État. Tout est comme ça. Donc cette décentralisation-là ne nous permet de rien faire. Je vais aller plus loin. Cette décentralisation-là, qui est une caution démocratique, c'est un voile. C'est un voile qui permet d'apporter une caution justement démocratique à la société et au pouvoir. Parce que c'est vide et c'est creux. J'irai même encore plus loin, parce que j'aime bien aller plus loin. Je fais le parallèle entre le principe de la souveraineté des États issus de la décolonisation et la décentralisation. C'est-à-dire que vous avez un nouveau voile. Les puissances occidentales ne pouvaient plus dominer l'Afrique, l'Asie comme elles le faisaient. Oui, d'accord, décolonisation. Alors on va décoloniser. Mais en même temps, on va donner une souveraineté internationale aux États issus de la décolonisation, mais je vais continuer à dominer comme avant. Rien n'a changé dans les pays africains, au Cameroun, etc. On mettait des caciques au pouvoir, et comme ça, les sociétés occidentales continuent à dominer comme avant. Eh bien, la décentralisation, c'est la même chose. C'est un voile, ce n'est qu'un voile. Quand on voit le budget aussi ridicule qui est alloué à la Bretagne, de quoi 2 ou 3 milliards d'euros, les Gallois en sont à 30 milliards d'euros, c'est beaucoup plus important. Ils peuvent mener une véritable politique. Donc, voilà, la véritable démocratie, c'est permettre aux gens de décider de ce qui les concerne. On n'y est pas. Et donc, notre langue, je continue, elle est en train de crever aujourd'hui. Et moi, j'ai même envie d'aller plus loin. Et quand on voit, et c'est vrai que ce festival interceltique de Lorient qui a fait la part belle aux Gallois et au travail admirable qu'ils ont accompli pour leur langue, ils sont en train de la sauver. Tout ça parce qu'ils ont eu une évolution. Et nous, en Bretagne, on en est à un tel point qu'on est dans la décentralisation, mais nos élus sont dans le système toujours. Ils se raccrochent, tiens, l'État va nous donner un droit supplémentaire en matière de différenciation. On sait bien que l'administration est contre ça et bloquera toujours. Et puis c'est tellement restrictif. Donc on ne peut rien faire. On ne sauvera pas notre langue. Et je crois que ceux qui sont actuellement aux affaires bretonnes au Conseil régional ont une responsabilité historique. Voilà. Et je pense que la seule conduite à tenir aujourd'hui, lorsqu'on ne peut rien faire, c'est de dire, nous démissionnons. Voilà, démissionnons collectivement, et je donne tous les maigres pouvoirs à monsieur le préfet, qui va gérer ça. Au moins le voile sera brisé, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura qu'un système de domination qui accorde évidemment la part belle à Paris, comme toujours. Tous les crédits sont orientés là-bas, on sait que c'est comme ça que ça va. Donc c'est pas ça une décentralisation, c'est pas ça une véritable démocratie. Et je crois que nos responsables politiques aujourd'hui, dans la situation actuelle, où notre langue est en train de crever, ils ont une responsabilité historique vis-à-vis du peuple breton, vis-à-vis de l'humanité. Je vais me faire avocat du diable, mais pour ceux qui ne parlent pas breton, ce qui est mon cas par exemple, tu vas parler beaucoup de la langue bretonne. Bon, moi je me sens bretonne, mais je parle pas breton. Mes grands-parents, mes grands-mères, je le comprenais, me parlaient assez peu, mes grands-pères, je ne comprenais, mais je ne sais pas. Mais je suis bretonne, alors vous parlez beaucoup de la langue, défendre la région. Vous abordez aussi la question de l'intégration, comme si les Bretons devaient intégrer. Moi, je me sens intégrée à la République française. Je me sens bretonne, mais je me sens intégrée. Nous sommes intégrés, mais nous sommes en voie de désintégration. Dites-moi en quoi nous sommes en voie de désintégration.
La France qui ne sait pas se construire avec une altérité, avec ses régions et avec ses peuples, alors ça sera un atout formidable d'ailleurs, d'avoir des pôles là où il y a quelque chose véritablement. C'est un outil même pour intégrer les gens qui viennent de l'étranger, je pense vraiment. La France aussi de, bien sûr, la France la France ne sait pas profiter de cette richesse-là, et ce qui fait que ça pousse bien les esprits à partir et à se dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous retient à la République française? L'égalité, mais quelle égalité? Il n'y a plus d'égalité territoriale, l'égalité culturelle, économique, on survit, mais c'est tellement difficile, on ne maîtrise rien. Voilà, égalité budgétaire, il n'y a plus d'égalité entre nos enfants, c'est une catastrophe. On dit que la République a perdu la foi dans sa mythologie égalitaire, mais emancipatrice. Moi, je suis profondément républicain, et la République, c'est un mouvement d'émancipation. Un mouvement d'émancipation individuelle, mais aussi collective. La République, c'est le droit des peuples. Bon, nous sommes un peuple, c'est normal qu'on puisse sauver notre langue, l'enseigner à nos enfants. Après, ça ne veut pas dire jeter. On est français et breton, mais ça veut dire mettre la réalité en phase avec ça. Ça veut dire que nos enfants, qui connaissent le breton, après, ils font ce qu'ils voudront, foutre le camp. D'ailleurs, ceux qui sont à Diwan aujourd'hui, on ne les retrouve pas toujours en train de coller des affiches pour la Bretagne. Ils sont plus souvent en train de défendre la langue birmane, ils sont là-haut, je ne sais pas où, c'est partout. Ils font leur vie. Ils reviendront à la Bretagne quand ils souhaiteront. Mais moi, je vois mes enfants qui sont passés par là, ils sont bien dans leur casquette, ils parlent breton quand ils veulent, français avec qui ils veulent. Moi, j'ai aucun droit là-dessus. Mais je suis heureux d'avoir pu leur transmettre ce que mes parents n'ont pas voulu me transmettre. Parce que tout le monde parlait breton à la maison, mais jamais à moi. Donc ça revient quand même. C'est déjà positif en soi. Donc je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Non, moi, je vais rebondir parce que là, on sent une immense colère quand même à vous entendre. Une grosse colère. Vous avez écrit un roman, vous imaginez une immense révolte si Marine Le Pen avait au pouvoir, la Bretagne, enfin Quimper, ces deux départements du Finistère est en révolte, refuse ce mouvement totalitaire, et en même temps vous dites que les Bretons n'aiment pas la révolte. Non, bien sûr. Ça va être embêtant parce que nous sommes profondément schizophrènes. Et dans ce livre, les deux frères, c'est moi. C'est moi, je suis comme ça, les deux. Puis Léonard, curé, j'ai un côté comme ça et j'ai un côté rebelle aussi. Alors, de temps en temps, ça va se casser un peu. Après, je pense qu'on a à peu près tous un esprit rebelle. Après, dans le côté pratico-pratique, c'est-à-dire la révolution, elle se fait, elle se rate, elle peut être horrible, etc. Mais s'il faut agir, il va falloir que ça se réveille. Parce qu'on ne peut pas être juste remettre dans sa tête et attendre que ça se passe. Donc si les Bretons n'aiment pas la révolte, il va se passer quoi? C'est bien pour ça que c'est compliqué et qu'on est dans une situation schizophrénique. Ouais. C'est-à-dire que le droit nous renvoie des représentations et la politique qui ne correspond pas à ce que nous sommes. Oui, alors vous dites justement, la politique demeure l'art de dissuader les citoyens de s'occuper de leurs affaires. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est la politique ou ce sont les hommes politiques, les femmes politiques? La politique, je pense que l'art d'organiser la vie de la cité, je pense que ça intéresse chacun, je pense que tout citoyen se sent intéressé par comment s'organise sa vie autour de lui. Après, oui, l'engagement politique, on a eu 3 personnalités politiques à venir sur ce plateau, Noël Mamère, Norbert Métairie et Jean-Michel Boulanger. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, si vous avez entendu les 3. Je crois qu'ils l'admettent tous les 3, c'est-à-dire qu'on se formate en entrant en politique. On est formaté, mais on se formate. Donc ils se ressemblent tous, finalement, au bout d'un moment. Donc est-ce que vraiment c'est la politique qui demeure l'art de dissuader les citoyens, ou ce sont les hommes et les femmes, donc des gens comme nous, qui tombent dans le piège, qui ne savent plus peut-être se révolter justement pour maintenir une égalité, une ouverture à tous, à la différence, etc. Je pense qu'effectivement, il y a un système, il y a des gens, il y a des élites qui le contrôlent. C'est la haute administration, c'est les grandes entreprises, etc., du CAC 40, tout ça, ils sont tous liés. Et puis, il y a la politique locale. Mais quand vous voulez faire la politique dans un système qui est pyramidal, vous êtes obligé de regarder vers la hiérarchie du parti et vers Paris, si vous voulez faire carrière. Sinon, vous êtes impitoyablement éjecté. Moi, je me souviens d'une discussion avec Jean-Yves Causan, ancien député du Finistère, et il m'avait dit: tu sais pourquoi j'ai pu faire de la politique ou faire des choses pour Diwan? Parce que j'avais Ouessant. À Ouessant, j'étais élu toujours. Je ne dépendais pas d'un parti. Si j'avais été socialiste ou d'un autre grand parti, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais été jarté. Parce que j'étais pas dans le moule. Ben oui. Donc c'est Paris
C'est le système et la faiblesse des hommes, parce que c'est vrai, Jean-Yves Le Drian, 2014, s'il avait dit, il va dans le bureau de Monsieur le Président de la République, et lui dit, François Hollande, moi je mets ma démission dans la balance, les Bretons n'accepteront pas que le PS les trahisse au bout de 40 ans de promesses. Voilà, je fais ça, je crée mon parti socialiste breton, je vous claque la porte, et plus jamais vous mettrez le nez en Bretagne, ça je vous le promets. Là je peux vous dire que la Bretagne serait réunifiée aujourd'hui, Monsieur Hérault, il aurait fermé son quartier. C'est une évidence, mais il n'a pas eu parce que ses relations humaines, il a été formaté aussi, il est franc-maçon. Voilà, c'est tout ça, c'est tout un système de pensée. C'est François Hollande qui a été le plus malin. Il a choisi Hérault en Premier ministre, donc il savait très bien que ça allait poser des soucis. Mais il y a aussi, vous parlez aussi de Paris, il y a aussi des personnages comme Richard Ferrand, etc. Gardons l'idée du vivre ensemble et de la citoyenneté, puisque on ne peut plus faire confiance peut-être aux politiques, je ne sais pas, on ouvrira le débat dans quelques minutes. Vous déclinez la question de l'être ensemble en disant l'être ensemble prospérerait davantage autour du sentiment de vivre au sein d'un ordre juste et protecteur des droits. Difficile de se résoudre à l'idée que nous avons là l'image du monde de demain, avec le contrôle accru des communications privées et l'extension progressive des pouvoirs de police. Avec en arrière-plan l'ennemi à pourchasser. Entendez par là l'ennemi naturel qu'une république assimilatrice ne parvient plus à faire disparaître dans la norme. Celui qui persiste malgré tout dans son altérité parfois ravageuse. Si l'on osait, on le soumettrait bien aux techniques de contrainte ordinairement employées du côté des États totalitaires et qui reposent sur la grande illusion de la rééducation. Bien sûr, parce que ce que je vais vous dire par là, c'est lorsque le vivre ensemble décline parce qu'on s'y retrouve plus, il y a trop de fractures, trop de mensonges, pour que le système perdure, il n'y a pas 36 solutions, il faut de la contrainte. Et c'est vrai que la technologie aujourd'hui offre des systèmes de contraintes extraordinaires et on bascule de plus en plus, on glisse vers la contrainte. Dans le droit, évidemment, on le voit toujours. Moi, en magistrat, je me suis rendu compte, bien évidemment, comme beaucoup, la relation avec l'autorité préfectorale, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut se défendre aussi dans le terrorisme. C'est très, très compliqué, ça. Mais il y a un glissement qui est tout à fait évident. Et moi, comme beaucoup, je crois que ça me ferait peur. Je crois que la meilleure façon d'aller dans le sens du vivre ensemble, c'est de faire confiance aux gens. C'est pas d'aller vers le matraquage, des grandes paroles, etc. Vive la République, ce que ça veut plus rien dire, on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est pas d'aller dans la contrainte technique, policière, etc. C'est peut-être, voilà, tout simplement une vraie décentralisation, gérer vos affaires, de la démocratie locale. Là, voilà, quittons ce centralisme parisien qui est un nid de corruption, de conflit d'intérêts, parce qu'ils mangent tous dans le même râtelier là-bas, hein, c'est comme ça. Oui. Donc moi je crois à la démocratie, mais la démocratie locale. Voilà. Et je suis tellement dégoûté que je ne veux plus de politique professionnelle. Enfin, je ne veux plus. Voilà. On fait de la politique parce qu'on veut rendre un service. Voilà. J'ai peut-être réussi, moi j'ai travaillé pendant 15 ans avocat, maintenant je vais me consacrer à ma cité. J'ai des idées, je les expose. Je ne fais pas, au bout de, je suis élu, dans 4 ans après, je suis viré, c'est comme ça, je fais autre chose. Les politiques professionnelles, je crois qu'il n'y a rien de pire. Aujourd'hui, moi je me méfie beaucoup de ces gens qui luttent contre le système alors qu'ils sont sénateurs depuis maintenant 15 ans et plus. Évidemment, la Bretagne est toujours en France. Et vous remettez en question, vous remettez en question notre système social, en disant que le système social ne serait plus adapté à la mondialisation. Alors j'aimerais savoir en quoi le système social français, qui grâce à des élus communistes post-45 a vu émerger le régime général, ne serait plus adapté à la mondialisation, sachant que certains pays, comme les pays anglo-saxons, les britanniques, regardent notre côté en disant que vous avez un système d'égalité, alors que nous, notre système est basé sur la liberté. Tout à fait. On a la chance d'avoir un système égalitaire, on est bien d'accord. C'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Dans la concurrence, la compétition internationale, les 56-57% de dépenses publiques, c'est un frein pour la France dans la grande compétition internationale. Et c'est bien pour ça que je dis,
qu'il faudrait que cette mondialisation financière et économique, surtout financière, soit contrôlée au niveau supranational. Mais les États-nations ne veulent pas transférer ces compétences-là, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc elles se débattent comme elles le peuvent. Certains ont un système juridico-politique, protection sociale, mieux adapté. Il y en a qui ne l'ont pas du tout, comme c'est encore plus simple. Comme ça, là, ils sont beaucoup plus libres. Voilà. Donc ce bienfait-là est un poids, une chaîne dans la grande compétition internationale. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va certainement faire péricliter un jour l'économie française et les finances publiques, etc. Le jour où on ne pourra plus payer les taux notre dette parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Mais ce que je dis là, c'est simplement un lien économique. Moi, je suis pour qu'il y ait évidemment une protection sociale, mais voilà. Mais ce que je dis, c'est simplement que le système économique français n'est pas adapté à la mondialisation. Or, on y va. Donc il faut trouver des financements taillés dans le vif. Et aujourd'hui, c'est plutôt les dépenses, comme les dépenses culturelles, etc. C'est les dotations aux collectivités publiques territoriales qui sont supprimées. Par contre, sur Paris, ça va bien, ne vous inquiétez pas, l'argent est toujours dépensé là-bas. Mais voilà, on est dans cette situation-là d'entre-deux, d'une dépense publique qui est tellement lourde, mais sur le plan macroéconomique et l'économie internationale, M. Macron, quand il dit ça, il n'a pas tort. Après, je suis d'accord avec vous. Effectivement, moi, ça me pose un problème aussi. Je n'aime pas quand des jeunes se retrouvent sur le carreau, ça me blesse. Il faut trouver des prises en charge. Voilà, le seul truc que j'apprécie en France, vraiment, moi, c'est cette protection sociale. Mais sachez qu'elle est enviée dans certains pays, beaucoup plus ultralibéraux que les nôtres. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on commence à déclencher une polémique sur la progression sociale. Il y a l'enseignement de la langue des non-langues, parce qu'il y a aussi le gallo, et puis il y a l'enseignement de l'histoire. Et pour ça, il n'y a pas de solution, il faut reprendre en main l'éducation nationale, qu'elle relève d'une région. Il faut de la volonté politique pour ça. Vous savez, nos élus au conseil régional, j'ai eu l'occasion de regarder le pré-rapport établi par les conseillers régionaux, qui a été transmis au qui va l'être au président, pour savoir qu'est-ce qu'on va demander à l'État dans le cadre de la réforme du droit à la différenciation. Il y a des clopinettes qui sont au sein du système. Il faut demander la dévolution des compétences. Prenons en main l'éducation de nos enfants, enseignons notre histoire, enseignons nos langues. Ça, c'est indispensable. Il y a comme ça qu'on pourra le faire. Parce que l'administration qui sous le contrôle de Paris traîne les pieds. Elle continue dans cette logique souverainiste de l'unicité française qui la travaille. C'est-à-dire qu'il faut faire disparaître jusqu'à la moindre trace. La langue bretonne va disparaître, c'est très bien. Un petit vernis sur la diversité. Allez, on met un petit peu 2% d'enfants scolarisés, et encore parfois il faut voir comment, en langue bretonne. C'est très bien, ça nous donne un petit vernis, ça occupe aussi une unité importante, mais on ne fait pas plus. Il faut de la volonté politique. Et si on n'a pas le courage de demander ça à l'État, là il y a un souci. Un souci qui est réel, et je reviens sur la responsabilité historique de nos élus bretons aujourd'hui au conseil régional, parce que c'est eux qui ont la main. Ça ne sert à rien de dire « faut faire ci, faut faire ça, on veut ça, nous les bretons ». Si nos représentants élus ne font rien, ne bougent pas. Question de volonté politique. Après, des lieux de mémoire, on commence à en avoir pas mal. Il y a la Vallée des Saints, qui est un truc quand même intéressant sur l'origine des Bretons. Bon, c'est un peu catholique, ok. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie aussi. Mais on a effectivement un historial de l'histoire de la Bretagne, ça serait assez fondamental. Je crois plus souvent à une initiative privée, à une levée de fonds privés, comme le crowdfunding, etc., ou d'intervention de Kino, des gens comme ça, quoi, ou de faire un appel de fonds auprès de toute la diaspora bretonne pour créer cet historial qui répond pour moi à un besoin, quoi. Je sens que c'est dans l'air, quoi, hein. Et il y a une Carré qui vient de créer une sorte de, un musée là, du temps des Romains, tout ça. Il y a Vannes, il y a une initiative. Tout ça, c'est lycée. On nous charge en tant qu'être humain, à tous les niveaux. Que ce soit dans tout ce qu'on entend, tous les jours passés, dans ce qu'on est dans notre histoire, de ce qu'on a envie de se découvrir nous-mêmes et de ce qu'on a envie de donner au monde. Et qu'il faut arrêter d'attendre des autres qui nous donnent ce qu'on a besoin. C'est à nous de créer des choses. On doit être créateur de notre vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.